Je n'aurais jamais imaginé que le bruit d'une clé qui tourne dans une serrure puisse détruire une vie entière. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé ce mardi pluvieux de novembre, lorsque je suis rentrée d'un voyage d'affaires à Lyon et que j'ai découvert que ma fille avait changé les serrures de l'appartement que j'avais construit à la sueur de mon front après des décennies de sacrifices. Ma valise était mouillée à mes pieds, ma clé tournait dans le vide, et de l'autre côté de la porte, j'entendais la voix de Chloé au téléphone, riant comme si de rien n'était. À cet instant, tandis que la pluie me coulait sur le visage, mêlée de larmes que je ne pouvais toujours pas retenir, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Elle paierait pour cela, non pas par la violence ou le scandale, mais avec la même arme qu'elle a utilisée contre moi, la loi. Je suis si heureuse que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez et abonnez-vous à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. Pour comprendre comment j'en suis arrivée à ce moment d'humiliation absolue, il faut remonter au début, au jour où tout a commencé à s'écrouler sans même que je m'en rende compte. Je m'appelle Marguerite, j'ai 53 ans et, tout au long de ma vie d'adulte, j'ai été la mère dévouée par excellence. Lorsque mon mari, Philippe, est décédé dans un accident de voiture il y a 15 ans, Chloé n'avait que 10 ans. Dans ce moment bouleversant, j'ai regardé cet enfant effrayé et je me suis fait une promesse. Elle ne manquerait de rien, ne connaîtrait jamais les épreuves que j'avais endurées durant mon enfance, pauvre dans la banlieue marseillaise. J'étais avocate, certes, mais je construisais encore ma carrière et la mort de Philippe nous a laissés dans une situation financière délicate. Alors j'ai travaillé. J'ai travaillé comme jamais auparavant. J'ai accepté des affaires qui me tenaient éveillée jusqu'à 3 heures du matin. J'ai parcouru toute la France pour défendre mes clients devant les tribunaux de la région. J'ai sacrifié des week-ends, des vacances, des relations. Tout cela pour que Chloé puisse étudier dans les meilleures écoles privées de Paris, pour qu'elle puisse prendre des cours de piano et de tennis, pour qu'elle ne ressente jamais le poids de l'absence de son père sous forme de privation matérielle. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai acheté notre appartement dans le 11e arrondissement. C'était une belle propriété, avec de hautes fenêtres donnant sur une place arborée, 3 chambres spacieuses et un petit bureau où je pouvais travailler. Cela m'a coûté chaque centime de mes économies, sans compter un prêt bancaire que j'ai mis 8 ans à rembourser intégralement. Mais cela valait la peine de voir le sourire sur le visage de Chloé lorsqu'elle a choisi sa chambre, lorsqu'elle a couru dans les couloirs vides, en imaginant à quoi ressemblerait notre vie là-bas. Cet appartement était plus qu'un simple endroit pour moi. Il incarnait tous les sacrifices, toutes les nuits blanches, chaque instant où j'avais préféré le travail au repos. C'était la preuve tangible que j'avais tenu ma promesse de lui offrir une vie meilleure. Les années ont passé et Chloé a grandi. Elle a obtenu un diplôme de commerce d'une université coûteuse que j'ai entièrement financée, a décroché un bon poste dans un cabinet de conseil et j'ai enfin pu respirer. Ma fille était installée, indépendante, et j'avais fait mon devoir de mère. C'est alors que j'ai commis l'erreur qui allait tout changer. C'est alors que, dans un moment de pur amour maternel et de naïveté peut-être impardonnable, j'ai décidé de transférer la propriété de l'appartement à son nom. L'idée m'est venue lors d'un dîner à la maison, juste toutes les deux, un vendredi soir. Chloé venait d'obtenir une promotion et rayonnait de joie. Elle parlait de ses projets d'avenir et de la façon dont elle souhaitait se construire une sécurité financière. Je l'observais avec une telle fierté que mon cœur semblait déborder. À cet instant, j'ai pensé à ma propre mortalité, à ce que ce serait pour elle de gérer la bureaucratie et les droits de succession si quelque chose m'arrivait. Je pensais être une mère intelligente, une mère qui anticipe l'avenir. Alors je lui ai dit que je voulais transférer l'appartement à son nom, qu'il lui appartenait de droit, que j'avais travaillé toute ma vie pour ce moment précis. Elle a d'abord protesté, disant que je n'étais pas obligée,
Mais j'ai insisté. J'ai dit que je continuerais à y vivre, bien sûr, que c'était notre maison, mais que juridiquement, ce serait plus simple s'il était à son nom. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu imaginer dans mes pires cauchemars, c'est que cette décision que j'avais prise par amour serait l'arme qu'elle utiliserait pour me détruire. Le changement chez Chloé fut progressif, si subtil que je ne l'ai remarqué que trop tard. Quelques mois après le supposé transfert d'appartement, elle a commencé à fréquenter un homme nommé Thomas. C'était un agent immobilier, toujours impeccablement habillé, toujours avec ce sourire calculateur qui aurait dû me alerter dès le début. Thomas a commencé à nous rendre visite plus régulièrement, et j'ai remarqué son œil évaluateur, ses commentaires sur la valeur de l'appartement, son emplacement privilégié, l'essor du marché immobilier. Chloé a commencé à changer en sa présence. Elle est devenue plus distante avec moi, plus impatiente envers mes habitudes, plus critique envers l'espace que j'occupais dans la maison qui m'avait été si longtemps. Elle a commencé à faire des remarques légères, mais acerbes, sur la façon dont j'étalais mes dossiers juridiques sur la table du salon, sur mon style de décoration démodé, sur le fait que j'apprécierais plus d'intimité. J'ai essayé de l'ignorer, de croire que ce n'était qu'une phase, que chaque nouvelle relation change un peu la dynamique familiale. Mais ensuite, les discussions sur l'argent sont arrivées. Thomas et Chloé ont commencé à discuter ouvertement, devant moi, de la valeur de l'appartement sur le marché actuel. Ils ont évoqué la possibilité de le vendre et d'acheter 2 propriétés plus petites, une pour chacun d'eux. Ils ont parlé d'opportunités d'investissement, de rendement financier, de l'importance de faire fructifier son argent. Chaque fois que ces conversations avaient lieu, je ressentais une oppression, une peur panique que j'essayais de réprimer. J'ai essayé de parler à Chloé en privé, de lui rappeler que cet appartement était notre maison, tout ce qu'il représentait, tous les sacrifices que j'avais faits pour l'acheter. Elle m'a regardée avec cette expression nouvelle, cette froideur que je ne reconnaissais pas, et m'a dit que j'exagérais, qu'elle ne me ferait jamais de mal, que je serais toujours le bienvenu où qu'elle soit. Mais ces mots sonnaient creux, dénués de conviction, et j'ai remarqué qu'elle détournait le regard en parlant, que ses poings se serraient discrètement. Quelque chose n'allait pas, profondément mal. Mais je ne voulais toujours pas croire que ma propre fille, l'enfant que je berçais dans mes bras, l'enfant que je protégeais de tous les maux du monde, était capable de me trahir. Le voyage à Lyon a été ma perte, même si, à l'époque, je pensais que ce n'était qu'un autre engagement professionnel. J'avais un client important qui avait besoin de moi pour une audience cruciale, et même si je ne voulais pas quitter Paris sur le moment, je n'avais pas le choix. J'ai dit à Chloé que je serais absente 3 jours, et elle a réagi avec une nonchalance qui aurait dû être mon dernier avertissement. Aucune inquiétude, aucune question sur mon retour, juste un hochement de tête distrait, tandis qu'elle tapait furieusement sur son téléphone. Je suis partie lundi matin avec ce malaise au ventre que j'ai essayé d'ignorer, l'attribuant au stress de l'affaire que j'allais défendre. Pendant mes 3 jours à Lyon, j'ai essayé d'appeler Chloé à plusieurs reprises, mais elle a rarement répondu. Et quand elle l'a fait, c'était bref, disant qu'elle était occupée au travail, que tout allait bien. Je voulais croire, j'avais besoin de croire, que j'étais juste paranoïaque, que ma fille ne complotait pas contre moi. Je suis rentrée ce mardi pluvieux, fatiguée du voyage en train, impatient de rentrer, de prendre une douche chaude et de me reposer. J'ai porté ma lourde valise dans l'immeuble, car l'ascenseur était en maintenance, et arrivée à la porte de notre appartement, j'ai inséré la clé dans la serrure, comme je l'avais fait des milliers de fois au fil des ans. Mais la clé ne tournait pas. J'ai réessayé, pensant être simplement fatiguée et mal insérée. Rien. J'ai regardé la serrure et j'ai constaté qu'elle était neuve, différente, brillante. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai sonné 1 fois, 2, 3 fois. J'entendais du mouvement dans l'appartement.
J'entendais la voix de Chloé au téléphone, mais personne ne répondait. J'ai frappé à la porte, je l'ai appelée, et finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, la porte s'est entr'ouverte, retenue par une chaîne de sécurité inédite. Le visage de Chloé est apparu dans l'étroite ouverture, et il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une dureté, une détermination glaciale qui m'a glacée. Elle a dit qu'il fallait qu'on parle, mais pas maintenant, pas maintenant. Elle a dit que je ne pouvais pas entrer parce que Thomas était là et qu'ils étaient occupés par des affaires importantes. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais. J'ai demandé pourquoi les serrures avaient été changées, pourquoi je ne pouvais pas entrer chez moi. Et c'est là qu'elle a prononcé les mots qui ont bouleversé mon monde. Elle a dit que ce n'était plus ma maison, que l'appartement était à son nom, qu'elle avait le droit légal de décider qui y entrait et qui n'y entrait pas. Elle a dit que j'avais accepté de transférer la propriété, que j'avais signé les papiers moi-même, et qu'elle prenait désormais le contrôle de ce qui lui appartenait légalement. Elle a dit qu'ils avaient trouvé des acheteurs prêts à payer un excellent prix pour la propriété, bien au-dessus de la valeur marchande, et qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Elle a dit que je devais comprendre que c'était une affaire, rien de personnel, et qu'elle m'aiderait à trouver un logement dès la vente finalisée. Tandis qu'elle parlait, j'ai vu Thomas en arrière-plan, assis sur le canapé que j'avais acheté, buvant du café dans ma tasse préférée, me regardant avec ce sourire de triomphe à peine dissimulé. La porte s'est refermée sur moi avant que je puisse répondre, et je me suis retrouvée plantée dans le couloir, trempée par la pluie qui ruisselait sur mes vêtements, serrant contre moi une valise qui pesait soudain plus que je ne pouvais la porter. Les voisins ont commencé à sortir de leurs appartements, attirés par le bruit, me regardant avec ce mélange de pitié et de curiosité morbide que l'on éprouve face au malheur d'autrui. Je descendis ces escaliers sous le choc, chaque marche me semblant plus raide que la précédente, et j'appelai mon amie Claire, la seule personne en qui j'avais entièrement confiance dans ce moment de crise absolue. Elle vint me chercher en voiture une demi-heure plus tard et me conduisit chez elle à Montmartre, où je passai la nuit entière à pleurer, ressentant une douleur si intense qu'elle me parut physique, comme si on m'avait arraché quelque chose de vital. Claire me serra dans ses bras, me dit que tout irait bien, mais nous savions toutes les deux que c'était différent d'une trahison ordinaire. Ce n'était pas un mari infidèle, ce n'était pas une amie qui me volait de l'argent, c'était ma fille, l'être humain que j'avais élevé, nourri et aimé inconditionnellement pendant 25 ans. C'était la personne pour qui j'avais absolument tout sacrifié. Pendant cette nuit blanche, allongée dans la chambre d'amis de Claire, les yeux fixés au plafond, tandis que des larmes coulaient silencieusement au coin de mes yeux, quelque chose en moi commença à changer. La douleur se transforma en quelque chose de différent, de plus froid, de plus intense. J'ai commencé à penser non pas comme une mère brisée, mais comme l'avocate que j'étais, spécialisée précisément dans le droit immobilier et successoral. C'est alors, au petit matin, qu'un souvenir m'a traversé l'esprit comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Un souvenir crucial que Chloé, dans toute sa cupidité et sa hâte, avait complètement oublié. Lorsque je lui ai annoncé que je transférais l'appartement à son nom, j'avais effectivement préparé tous les documents nécessaires. Mais il y avait un détail, un petit détail que j'avais appliqué à l'époque davantage par prudence professionnelle que par méfiance. Après tout, je gérais quotidiennement d'horribles conflits familiaux, au travail, et quelque chose au fond de moi, un instinct de conservation que j'ignorais même posséder, me rendait prudent. L'acte de donation que j'avais préparé contenait une clause d'usufruit viagée en ma faveur, ce qui signifiait que, même si la nue propriété était techniquement au nom de Chloé, je conservais le droit légal d'utiliser et d'habiter le bien jusqu'à mon décès. Mais plus important encore, bien plus important encore,
était le fait que je n'avais jamais finalisé l'enregistrement définitif du transfert au registre foncier. J'avais entamé les démarches? Oui. J'avais payé les frais initiaux. J'avais signé les premiers documents. Mais l'enregistrement définitif, celui qui rend la cession opposable au tiers et véritablement effective en droit français, n'a jamais été finalisé. J'avais volontairement laissé la procédure en suspens, commettant une erreur administrative délibérée, en disant au notaire que je reviendrais finaliser dans quelques semaines. Mais je ne l'ai jamais fait. Sur le moment, je me suis justifiée par une simple procrastination, comme si j'allais finir par le faire. Mais je comprenais maintenant que mon subconscient d'avocate m'avait protégée. Chloé n'avait en main qu'une promesse de donation, un document préliminaire qui n'avait aucune valeur juridique sans l'enregistrement correspondant. Légalement, selon le cadastre officiel de Paris, l'appartement était toujours enregistré exclusivement à mon nom. Je me suis redressée dans mon lit, le cœur battant, non plus de désespoir, mais d'une soudaine et puissante lucidité. Chloé pensait m'avoir vaincue, avoir toutes les cartes en main, mais elle avait commis l'erreur classique de sous-estimer celle qui lui avait tout appris en planification et en stratégie. Elle avait été arrogante, négligente, mue par l'avidité de Thomas et l'illusion d'une victoire facile. Les jours suivants, j'ai travaillé en silence, méticuleusement, tel un chirurgien se préparant à une opération complexe. Je suis allée chez le notaire et j'ai confirmé ce que je savais déjà. L'enregistrement était incomplet. La propriété était toujours à mon nom. J'ai rassemblé tous les documents originaux, tous les reçus, toutes les preuves de paiement du prêt immobilier que j'avais remboursé moi-même. J'ai engagé un avocat de confiance pour me représenter, car je savais qu'il me fallait une distance professionnelle pour mener à bien cette démarche, sans que mes émotions ne compromettent la procédure. Nous avons intenté une action en saisie immobilière pour possession illégale, espulo possessorio, en présentant tous les documents prouvant ma propriété légale et le fait que Chloé m'avait illégalement empêché d'accéder à mon domicile. Après examen des documents et constatant que l'enregistrement de la propriété était à mon nom et que le transfert n'avait jamais été finalisé, le juge a accordé l'injonction en un temps record. 3 semaines après avoir été expulsée de mon domicile, j'avais entre les mains une ordonnance de saisie immobilière, immédiatement exécutoire par un huissier de justice. Mais je ne voulais pas seulement récupérer mon appartement. Je voulais que Chloé comprenne l'ampleur de son acte. Je voulais qu'elle ressente la même humiliation qu'elle m'avait infligée. Puis, par l'intermédiaire d'une amie de Claire, qui travaillait dans le même cabinet de conseil que Chloé, j'ai appris qu'elle avait prévu une visite de l'appartement avec des acheteurs potentiels, un jeudi après-midi. Le timing était parfait. J'ai tout coordonné avec une précision chirurgicale. L'huissier arriverait pile à l'heure pour la visite, à 15 heures. Je serais là, accompagnée de mon avocat, avec tous les documents rangés dans une chemise en cuir. En arrivant dans la rue de l'immeuble ce jeudi-là, j'ai vu le couple d'acheteurs entrer, bien habillés, visiblement excités. J'ai aperçu Thomas debout à la porte, parlant au téléphone avec cet air important. J'ai attendu 5 minutes, le temps que tout le monde soit dans l'appartement, puis j'ai fait signe à l'huissier, garé au coin de la rue. Nous sommes montés ensemble, moi, mon avocat, l'huissier et un greffier qui servirait de témoin officiel. Mon cœur battait fort, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure, l'anticipation d'une victoire que j'avais orchestrée avec une perfection mathématique. J'ai sonné et, cette fois, la porte s'est ouverte en grand. Le visage de Thomas est apparu, souriant, pensant que nous étions plutôt des acheteurs intéressés. Son sourire s'est éteint instantanément lorsqu'il m'a reconnu. La scène qui suivit fut bouleversante. L'huissier, de son autorité officielle, annonça qu'il était là pour signifier une ordonnance de saisie au nom de Madame Marguerite Dubois, la propriétaire légale du bien. Chloé sortit de la pièce, pâle, les yeux écarquillés par la stupeur. Le couple d'acheteurs se regarda l'un l'autre,
confus, commençant à comprendre qu'ils avaient été trompés. Thomas tenta de protester, prétextant une erreur, affirmant que l'appartement appartenait à Chloé. Mais l'huissier se contenta de montrer les documents officiels du cadastre, l'ordonnance du tribunal signée par le juge, et expliqua froidement que toute tentative de vente serait nulle et non avenue, le prétendu propriétaire ne disposant d'aucun titre de propriété valable. Les acheteurs partirent aussitôt, visiblement irrités d'avoir perdu leur temps, avec ce qui semblait être une fraude. Attirés par cette activité inhabituelle, des voisins apparurent aux portes et dans le couloir, témoins de tout. Chloé a essayé de me parler, a essayé de me dire que nous pouvions parler, que c'était un malentendu, mais sa voix tremblait et ses yeux étaient pleins de larmes. Non pas de regret, ai-je réalisé, mais de pure panique à l'idée de voir son plan s'effondrer si publiquement. L'huissier lui a donné 30 minutes pour rassembler ses affaires et quitter les lieux. Je l'ai regardée en silence, elle et Thomas, jeter précipitamment des vêtements dans des valises, tandis qu'elle pleurait et qu'il lui reprochait de ne pas avoir vérifié correctement les papiers. Lorsqu'ils sont finalement partis, leurs valises encombrantes à la main, se faufilant entre les quelques voisins dans le couloir, je suis entrée dans mon appartement, ma maison, et j'ai fermé la porte. Je suis restée là, dans le silence de la pièce, un long moment, ressentant un mélange complexe d'émotions. Soulagement, tristesse et oui, satisfaction. Ce n'était pas du bonheur, car comment être heureux quand on perd sa fille? Mais c'était la justice, c'était le retour à l'ordre, c'était la preuve que je n'étais pas la victime impuissante qu'elle pensait. Au cours des mois suivants, j'ai pris des décisions qui ont complètement changé ma vie. J'ai vendu l'appartement, de mon plein gré et sur mon temps libre, pour un excellent prix que j'ai judicieusement investi. J'ai utilisé une partie de cet argent pour ouvrir mon propre cabinet d'avocat, spécialisé dans la protection des parents âgés et vulnérables contre les enfants qui tentent d'abuser d'eux. J'ai découvert que mon histoire n'était pas unique, qu'il y avait des dizaines, voire des centaines de parents subissant des trahisons similaires en silence. Mon cabinet a rapidement prospéré grâce à l'autorité de quelqu'un qui avait vécu cette douleur, qui comprenait comment le système judiciaire pouvait être utilisé pour blesser autant que pour protéger. Quant à Chloé, j'ai appris par des connaissances communes que Thomas l'avait quittée 2 semaines après le fiasco, lorsqu'il avait compris qu'il n'y avait pas d'argent facile à gagner. Elle a perdu son emploi après que l'histoire se soit répandue parmi ses collègues, car personne ne veut travailler avec quelqu'un capable de trahir sa propre mère. Elle a essayé de me contacter à plusieurs reprises, laissant des messages larmoyants demandant pardon, mais je n'ai jamais répondu. Non pas parce que je la déteste, mais parce que j'ai appris que certains ponts, une fois brûlés, ne devraient pas être reconstruits. La leçon que je retiens, et que je partage avec chaque client qui me raconte des histoires de trahison familiale, est la suivante. L'amour inconditionnel est beau, mais la confiance aveugle est dangereuse. Se protéger n'est pas égoïste, c'est une question de sagesse. Et quand quelqu'un vous révèle sa véritable identité, croyez-le dès le premier regard. J'ai reconstruit ma vie sur des fondations plus solides, non pas sur des attentes ou des sacrifices non reconnus, mais sur la confiance en moi et la certitude d'être assez forte pour me débrouiller seule. Et c'est là, au final, la seule victoire qui compte vraiment.